De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous et très bonne année. Merci d'être avec nous sur rmc.fr pour la version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01net TV sur YouTube. C'est De quoi je mêle, encore une fois, tous mes voeux pour cette nouvelle année 2019. Et c'est un De quoi je mêle, comme chaque année, qui débute par le plus gros salon high-tech au monde et le plus grand rendez-vous de l'année, le CES de Las Vegas. Je suis ravi de vous retrouver. Merci de nous suivre comme chaque semaine. Après 2 semaines de congé, nous sommes de retour donc ici au CES de Las Vegas avec un débrief de ce CES en compagnie du seul, de l'unique, du vrai Pascal Petipas qui est là. Salut Pascal. Bonjour François. Quel plaisir de vous accueillir Pascal. C'est partagé François, toujours Nous avec sommes à 10 000 km de Paris, 9 heures de décalage, mais on tient bon, et on est avec vous pour vous faire un débriefing donc de ce CES qui a commencé donc mardi dernier. On va revenir avec Pascal sur les annonces qui ont marqué Pascal et moi aussi j'ai un petit coup de cœur pour vous. Mais pour débuter, un mot quand même sur le CES, oui. Le Consumer Electronic Show. Pascal, on ne veut pas connaître votre âge, mais c'est le combienième de CES pour Pascal Petipas? Une vingtaine, je dirais 22 je crois. 22 Et oui, je fais moins bien que Victor. Qui lui avait dépassé les 50. Voilà. Mais c'est pas mal 22 c'est pas mal quand même. Ouais. Le CES qui a marqué quand même de son empreinte de grandes innovations technologiques. Qu'est-ce qu'on a pu découvrir ici? Qu'est-ce qui a été présenté ici? Mais des trucs qui ont changé notre vie. Le DVD a été présenté ici. Enfin, toute la bataille sur le DVD ultra haute définition, sur la 4K, sur la 8K. Enfin, toutes les étapes de l'évolution d'image, de son et d'informatique sont passées par les drones et également la 3D, l'impression. Enfin voilà, tout les ça. Écrans plats. Les écrans plats. Les premiers écrans plats, la claque que vous enfin, moi, j'y étais pas, mais. Il y a une vingtaine d'années, c'était uniquement un hall. C'était encore des téléviseurs cathodiques. Voilà, effectivement, ça fait bizarre de dire ça. Ça va très vite, mais c'est surtout passionnant. Et puis ce CES qui se transforme, qui est en pleine mutation. Avant, c'était le salon des géants de l'électronique. Alors, ils sont toujours là, mais il n'y a pas plus que, il y a maintenant, et là nous sommes dans la deuxième partie du CES, on est au Sands, en dessous du Venetian, vous savez cet hôtel incroyable où il y a des canaux, des gondoles et tout, on est juste en dessous, j'espère d'ailleurs que les canaux vont pas se vider parce qu'autrement on va être arrosé, mais c'est vrai que là maintenant il y a cette deuxième partie de ce CES qui est dédiée en fait à l'innovation, aux startups et à la French Tech, puisqu'on est au cœur de la French Tech ici, sur le stand du village Baïséa. Tout à fait, les startups, mais aussi l'automobile qui arrive et qui est de plus en plus présente, l'intelligence artificielle qui est partout. C'est une vraie mutation. En tout cas, ce salon n'est plus simplement le salon des produits de la maison. Est-ce que ça veut dire que demain, les géants de l'électronique pourraient partir, boycotter ce salon, à votre avis, ou ils sont toujours là? Il n'en est pas encore question quand on voit encore les moyens qu'ils mettent dans ce salon aujourd'hui, les stands assez incroyables que l'on peut découvrir. Je pense qu'il y en a encore pour quelques années quand même. Tiens, puisqu'on parle de moyens, regardez ces images du stand d'LG et ce tunnel d'écran plat OLED. C'est hallucinant quand vous rentrez là-dedans. Alors si vous êtes avec nous en vidéo, vous pouvez vous imaginer à quoi ça ressemble parce qu'on est en train de vous montrer des images. C'est incroyable. Ouais, il faut reconnaître que s'il y a une marque qui sait faire des stands, qui sait faire le buzz dans les salons, c'est quand même bien LG qui chaque année nous surprend avec ses murs de téléviseurs sous forme de canyon l'année dernière, sous forme de vagues cette année. Ils savent y faire réellement. Alors, il y a une mise en scène incroyable. Il y a l'image et il y a le son aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans une salle de cinéma avec un son incroyable, différentes ambiances de nature, le jour qui se lève, le soleil qui se couche, on est au fond de la mer, on découvre des forêts, enfin c'est carrément incroyable. Oui, et c'est une image matricée, ça veut dire qu'elle est répartie sur des centaines de téléviseurs, on pourrait penser que la qualité est difficile à restituer, sauf que le piqué est là, c'est dynamique, c'est somptueux. C'est incroyable. Tiens, on commence, puisque évidemment on va parler de télé, dans ce De quoi je me mêle spécial CES de Las Vegas. On commence justement peut-être par LG, qui nous a bluffé avec cette télé enroulable, un truc de dingue. Voilà, je pense qu'on peut dire très clairement que pour tous les visiteurs du salon, c'est certainement le coup de cœur, c'est le produit le plus bluffant. Alors, on pourrait se dire effectivement à quoi ça sert d'avoir un télé qui s'enroule. Tous les téléviseurs sont beaux aujourd'hui. Ils sont tous design, ils sont tous extrêmement fins. Mais il y a un problème, c'est qu'une fois qu'on a fini l'utilisation de son téléviseur, eh bien, on se retrouve avec un gros bloc noir, d'autant plus qu'aujourd'hui, la taille moyenne des téléviseurs devient importante. 55, c'est presque petit, 65, 70 pouces.
pouces. Eh bien, quand on a sur un mur un gros pavé noir de 65 pouces, on aimerait qu'il disparaisse. C'est un peu disgracieux, on va dire. Et là, en fait, l'écran va disparaître. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'il est éteint, ce produit, alors qui est une dalle OLED, mais derrière, il y a des sortes de petites lamelles comme des lamettes de store. Et en fait, avec un système mécanique qui va permettre de rigidifier l'ensemble, eh bien, l'écran va s'enrouler un petit peu comme un store, un peu comme un volet d'ailleurs, à l'intérieur d'une base très esthétique qui comprend également un système audio à l'intérieur, jusqu'à faire totalement disparaître l'écran, puisqu'à la fin de son enroulement, on a une petite partie en aluminium qui vient recouvrir l'ensemble. C'est incroyable. C'est beau, c'est efficace. On espère que c'est pérenne également, parce qu'on se dit que c'est de la mécanique quand même, donc c'est une question qui doit se poser. Mais c'est effectivement très très étonnant. Et alors quand c'est fermé, enfin quand le téléviseur est enroulé, il disparaît. On dirait un meuble. Hein, imaginez un meuble bas, oui. Un meuble, voilà, un meuble hi-fi, un meuble télé. Sauf qu'il a une fonctionnalité, comme il y a des enceintes à l'avant, ça fait Shanifi. C'est un système audio. C'est un système audio. En fait, il y a même. Shanifi, c'est peut-être un bien grand mot. Voilà. Il faudra écouter audio. Ce que donne également le système. Mais en fait, il y a trois usages. Il y a l'usage purement audio, comme on vient de l'expliquer à l'instant. Il y a un autre usage qu'on pourrait appeler un usage d'information, où on va laisser sortir juste une partie de l'écran, mais suffisamment pour afficher la météo, pour afficher des fils d'infos. Donc là, c'est un autre usage encore d'un écran. Et puis, lorsqu'on veut vraiment regarder la télévision, il se lève complètement. Et là, c'est la magie. Alors, c'est réservé à une taille de 65 pouces. Techniquement, on peut le penser pour l'instant. C'est annoncé pour le second semestre, avec bien sûr toutes les réserves qu'il peut y avoir. C'est un produit hautement technologique. Pour ce qui est du prix, bien sûr, rien n'a encore été annoncé. Mais on peut imaginer que ça sera quand même très premium. Voilà. Bon, au-dessus de 10 000 euros. Oui, voilà, on peut penser que ça sera au-dessus de 10 000 euros, ce qui est bien sûr extrêmement cher pour un 65 pouces, mais qui est aussi le prix de l'innovation. On se souvient quand LG avait présenté le wallpaper il y a quelques années, c'est-à-dire cet écran qui était de l'épaisseur d'une carte de crédit. On se disait, mais c'est incroyable, il s'en est vendu en France. On ne va pas dire qu'il s'en est vendu des dizaines de milliers, mais il y a des clients pour ce genre de produit exceptionnel. Et on peut souhaiter en tout cas un bel avenir commercial à ce type de produit très novateur. Franchement, voilà. Alors, si vous n'êtes pas avec nous en vidéo, je vous invite à nous regarder sur zeronettv.com ou bien sur YouTube. Vous tapez DQJMM, vous retrouverez de quoi je me mêle de cette semaine. On vous montre toutes ces images, c'est vraiment impressionnant. Côté LG, est-ce qu'il y avait d'autres innovations? Moi, j'étais assez scotché par ces projecteurs à courte focale. Oui. Franchement, c'est dingue, hein, ces trucs-là. Un petit appareil qu'on pose là aussi sur un meuble et qui vous projette une image immense en 4K avec une très bonne qualité. On a l'avantage du cinéma finalement sans avoir l'inconvénient du projecteur accroché au plafond avec les câbles, etc. C'est un peu la même logique que l'écran OLED dont on vient de parler. C'est quelque chose qui se rend invisible lorsqu'il n'est pas utilisé. Alors, on connaît déjà ce genre de produit, mais pour l'instant, c'est quand même c'est plutôt Sony qui règne en maître dans ce domaine. C'est des produits laser 4K avec une luminosité assez étonnante quand même. Et là, effectivement, on va avoir ce boîtier qui va être à quelques centimètres du mur ou d'un écran. Et là, on va se retrouver avec une image assez incroyable. On testera ce produit, on verra ce qu'il donne. On avait abordé ce sujet des vidéoprojecteurs courte focale il y a quelques temps dans une émission de quoi je me mêle. Mais c'est très bien de voir que de plus en plus d'acteurs sont présents. On a vu LG, Hisense en propose également un. En tout cas, voilà, c'est très bien. C'est le moyen de fabriquer une image de grande taille et de qualité sur un produit qui est discret. Image de qualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis. Oui, on peut dire, étant donné que l'appareil est collé au mur, il y a des déformations, mais l'image est bonne. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est déjà ça. Ce qu'on constate aujourd'hui sur les produits existants. Il y a une correction optique qui fait qu'on va corriger cet angle très fermé, qui est quand même surprenant pour faire une image qui est parfaitement proportionnée. Oui. D'autres coups de cœur, Pascal, en télé? Donc là, en tout cas, chez LG, pas de doute, c'était ce produit-là. On a pu noter également chez LG l'arrivée de la 8K, aussi bien dans le domaine des nanocelles que dans le domaine de l'OLED. On a vu un superbe produit qui fait rêver également avec un très beau meuble qui est un 8K de 88 pouces. Alors d'ailleurs, le 8K, c'était une surprise il y a 6 mois avec l'arrivée de Samsung. Ben là, quand on arpente les allées du salon, ça y est, il y en a partout. Ouais. Alors après, on s'étonne qu'il y ait un constructeur dans les pas, par exemple. Mais c'est le cas de Panasonic d'ailleurs. Ouais. C'est le seul constructeur qui ne propose pas, qui ne montre pas de télé 8K, mais il n'y a plus de surprise, quoi. Alors après, que le débat se dise c'est utile, c'est pas utile, c'est un autre débat, mais
Mais aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que tous les constructeurs présentent de la 8K, que ce soit les Européens, les Japonais, les Coréens, les Chinois, tout le monde a son 8K. C'est utile la 8K alors, Pascal, ou pas? Je dirais pas encore vraiment. Alors, c'est intéressant peut-être pour l'avenir. Ce qui est intéressant de noter d'ailleurs, c'est que Samsung avait sorti très tôt son produit qui ne bénéficiait pas de la dernière version de la HDMI, mais avec une promesse, c'est que les gens qui achetaient ce produit pourraient avoir le boîtier, ça va être, pourraient avoir la prise adéquate, ça sera le cas. Hein. Mais tous les sorties qui sortiront en 2019. Il faut expliquer que les prises HDMI ne sont pas encore compatibles avec le débit qu'on doit avoir pour diffuser de la 8K. Voilà, il faut une prise HDMI qui a un débit de 48 gigabits par seconde, et ça c'est permis par une nouvelle HDMI qui s'appelle la 2.1 et qui débarque sur nos produits à partir de 2019. Donc tous les télé 8K qui seront vendus cette année seront équipés de cette prise. Ok, alors ça c'est pour LG. Panasonic justement, on en parlait, pas de 8K, mais en revanche pas de 8K. Une télé superbe en 4K. Véritablement. Alors Panasonic en plus, sous le signe de l'ouverture, c'est quand même le premier produit de grande marque qui au niveau du HDR, on sait que le HDR, l'image dynamique, High Dynamic Range, il y a des défenseurs d'une technologie puis d'une autre, parce que malheureusement il n'y a pas qu'un seul système. Ouais, on n'y comprend plus rien d'ailleurs. Panasonic, justement, pour ceux qui n'y comprennent plus rien, Panasonic a la solution. Il intègre pour la première fois l'ensemble des HDR, c'est-à-dire le HDR10, le HDR10+, le HLG et le Dolby Vision. Ils y sont tous à l'intérieur, c'est la première fois. Et puis au-delà de ça, ils vont encore plus loin. Ils intègrent dans ce téléviseur du Dolby Atmos natif, c'est-à-dire que l'écran va avoir sur l'arrière une partie audio qui va envoyer du son vers le plafond, de façon à avoir sur ce téléviseur une image somptueuse et un son à 360 degrés. Génial. Donc le produit s'appelle le GZ2000. Très honnêtement, il fait partie des plus beaux téléviseurs OLED qu'on ait vu sur ce salon. Avec le savoir-faire en matière de traitement vidéo de Panasonic. Avec Hollywood et autres, tout à fait. Donc alors maintenant, il y a quelques mois aussi, on disait mais est-ce qu'il intègre Google Assistant? Est-ce qu'il intègre Alexa? C'est pareil. C'est une question qu'on va plus poser en 2019. Quasiment tous les produits ont des intègrent ces assistants vocaux. Après l'usage et l'utilité, c'est pareil, c'est discutable, c'est autre chose. Mais pour Panasonic, ok. Sony a un stand troublant pour ceux qui viennent habituellement sur le CES, où il y a toujours chez Sony énormément de produits dès l'entrée sur le stand. Là, un stand plutôt conceptuel, très orienté sur le gaming, mais un stand qui présente quand même au niveau de l'image des produits exceptionnels, avec une gamme aussi là d'écran 8K. Sony d'ailleurs nous l'avait montré déjà l'année dernière avec un écran 8K, et puis bien sûr les nouveaux OLED qui sont assez superbes, la série AG9, toujours des écrans OLED qui reposent quasiment sur la table, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pieds quasiment visibles, avec moi je suis très amoureux de l'image OLED des deux japonais, Sony et Panasonic, qui offrent une image assez somptueuse. C'est le traitement qui est important, on ne rappellera jamais assez que la dalle c'est une chose, mais c'est tout ce qu'on fait derrière qui est essentiel. Dalles, en plus c'est des dalles LG. Voilà, donc c'est vraiment super. Et puis on le disait pour la 8K, par contre Sony a choisi de faire des très très grandes tailles, c'est-à-dire de faire uniquement du 85 et du 98 pouces. Donc on peut penser que ces produits seront vraiment réservés à très très peu de personnes. Donc pas de 75 pouces, pas de 65 pouces en 8K chez Sony. Comment va Sony, Pascal? On dit que c'est un peu compliqué dans le domaine du smartphone, par exemple. Bon voilà, ils ont vraiment du mal à percer. Heureusement qu'ils ont PlayStation qui leur permet d'engranger pas mal d'argent. La télévision, ça va, ça marche? Oui, alors c'est vraiment. Alors il y a quelques années, je me souviens parce qu'on est dans ce métier depuis assez longtemps. Il y a quelques années, on avait enterré Sony en disant ça y est, ils vont arrêter la télévision, c'est pas possible. C'était il y a 7-8 ans en gros. Aujourd'hui, Sony en télévision se porte très bien, surtout grâce à l'adoption de l'OLED. Et grâce à l'adoption de l'OLED, aujourd'hui, les ventes d'écrans Sony se porte bien grâce à LG finalement. Finalement, indirectement, oui. Dingue, mais en tout cas, ils ont su surtout intelligemment exploiter et surexploiter la qualité de ce diffuseur. Et c'est vrai que dans les évolutions de vente, aussi bien de l'année 2017 que l'année 2018, Sony fait partie des marques qui ont le plus progressé. Donc celui qui avait beaucoup de mal, qui était un peu en équilibre sur la
partie télé aujourd'hui renaît de ses cendres. Donc Sony va très bien en télé. Autre chose, Pascal, en termes de télé ou on a fait le tour Samsung, bien entendu, on ne peut pas oublier le leader mondial. Alors là, qui présente de la 8K, c'est pas seulement le promoteur en 2018 de la 8K. Eux, ils en présentent en 65, 75 pouces, 82, 85, 98 pouces. Voilà, une gamme complète, incroyable. Toujours la technologie QLED, qui est chère à Samsung. Samsung présentait aussi un produit qui reste magique, qui s'appelle The Wall. Et The Wall, c'est ce produit qui utilise une technologie micro-LED. Micro-LED, ce sont des diodes émissives. Et d'ailleurs, durant la conférence de presse... Qui se rapproche de l'OLED en termes de qualité. Voilà, chaque point diffuse sa propre lumière. Et ils ont présenté en conférence de presse un 75 pouces 4K en technologie micro-LED, mais malheureusement sur le stand il n'était pas présent, donc je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas pu apprécier cette technologie prometteuse qui existe aussi d'ailleurs chez d'autres constructeurs. On l'a déjà vu chez Sony avec le Clé 10 par exemple, ou des produits de ce genre plutôt professionnels. Voilà, peut-être que dans 2, 3 ans, 4 ans, on parlera avant tout de micro-LED quand on parlera de téléviseurs haut de gamme. Voilà, là une petite déception d'être venu jusqu'ici et de ne pas avoir vu ce beau produit. On peut noter en tout cas que le QLED, qui n'est pas de l'OLED, on le rappelle, qui est une technologie LED, s'améliore quand même d'année en année. Je critiquais encore moi personnellement les angles de vision il y a peu, ils ont énormément progressé et je me félicite également de voir leur gamme qui s'appelle The Frame, qui sont des écrans, on parlait de camoufler des écrans tout à l'heure, Samsung camoufle des écrans avec The Frame en faisant des œuvres d'art. Voilà, ils ont des cadres comme, voilà, comme des tableaux. Comme des cadres et avec une image surprenante lorsque ces images sont dans ce mode et en adoptant maintenant, ce qui est une première, aussi la technologie QLED. Donc voilà, il y a vraiment de bons signes. La télé est très dynamique, mais surtout, chose très très étonnante, qu'est-ce qu'on a vu dans les applications chez Samsung? Oui. On a vu apparaître iTunes. L'ennemi juré, l'ennemi de toujours de Samsung et dans les télés Samsung. Incroyable, l'application iTunes est native dans les téléviseurs et le produit est compatible AirPlay 2. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ouverture 2019, François, on le disait, voilà, c'est l'ouverture. Voilà. C'est assez incroyable. Mais ça, voilà, franchement, personne ne s'y attendait. Non, ça a été vraiment une vraie découverte, mais c'est très bien pour le consommateur, bien finalement, sûr, qui va avoir accès à peu près à tout ce qui est possible. Au-delà de ça, on parlait beaucoup chez Samsung de Bixby, qui reste quand même leur système vocal maison, mais aussi Alexa et Google Assistant intégrés. Donc ça veut dire qu'on a un produit Samsung avec Google Assistant, Alexa et iTunes. Mais en termes de téléconnecter, Samsung est le top du top. C'est les champions. Il y a tout ce qu'il faut. Vous avez Canal+, vous avez Netflix bien sûr, Amazon Prime, absolument, vous avez Molotov, enfin il y a tout ce qu'il faut. Et donc maintenant iTunes. Et puis en plus, il y a aussi une compatibilité hardware avec les iPhones et les iPads. Absolument. C'est le AirPlay 2 qui arrive alors chez Samsung, mais chez LG aussi. D'autres constructeurs, Sony aussi, je crois. Voilà, tout à fait. Va le proposer. On voit qu'il y a eu quand même véritablement de la part d'Apple aussi une ouverture. Mais je pense que ça vient plutôt du côté d'Apple de dire ok. Voilà. J'ouvre un petit peu mes standards, ce qui est quand même une petite révolution de la part d'Apple. Absolument, mais rappelons-nous qu'il y a quelques semaines, Apple est arrivé avec Apple Music sur les enceintes Alexa, bien sûr, enfin le système Alexa, et c'était quand même déjà aussi un peu révolutionnaire. Quand on sait qu'à une époque, Amazon et Apple se sont un peu frités, on va dire. C'est ça, mais il faut rappeler quand même que même Samsung et Apple ont été des ennemis absolument jurés, qui s'attaquaient à coups de milliards en justice pour des questions de brevet. Complètement. Enfin, c'était quand même assez effrayant. Et là, on voit que finalement, tout s'est bien calmé. C'est tant mieux d'ailleurs, et on y gagne. Ce sont les consommateurs qui gagnent. Côté télé, on est bon, Pascal? Ah oui, côté télé. Alors, il y en a plein partout, mais là, ça sera bon pour cette fois. Les écrans souples. Ouais, c'est quand même aussi magique. Enfin, lorsqu'on arpente ce salon, qu'on arrive sur le stand Royal, on en a beaucoup parlé en fin d'année 2018, parce qu'ils ont un peu grillé la vedette à Samsung en présentant le premier smartphone pliable. Mais le côté magique, c'est quand on a la chance de pouvoir être ici et de voir réellement, d'une part, ce produit, mais de voir de chez Royal toutes les applications d'écran souple. Et là, on se rend compte jusqu'où ça peut aller, c'est-à-dire qu'on peut en mettre partout. Donc là, il y avait quelques applications délirantes où on voyait un écran
écran sur un sac à main, sur une enceinte acoustique, mais ça veut dire que ces écrans peuvent suivre à peu près toutes les formes, sont très dynamiques, sont très détaillés, sont très colorés. Donc oui, sur le smartphone, il va se passer plein de choses. C'est d'ailleurs amusant de se dire que finalement la tendance cette année, ce qui nous bluffe le plus, c'est un écran enroulable de grande taille sur un téléviseur et c'est un écran pliable sur un smartphone. C'est-à-dire finalement, c'est de faire bouger cet écran qui est longtemps resté fixe, qui nous bluffe aujourd'hui. Et on y arrive maintenant. Et on y arrive. Et on s'attend à ce que Samsung présente bien sûr un smartphone pliable dans les semaines qui viennent. Très certainement dans le cadre du MWC qui aura lieu en février à Barcelone. Voilà, et d'après ce que j'ai compris, une info que j'ai pu lire sur 01net.com, Samsung s'apprête à organiser un événement à San Francisco pour présenter à la fois le S10 et le nouveau smartphone pliable. C'est prévu juste avant le Mobile World Congress, aux alentours du 20 février, évidemment. Faire Apple Buzz. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Le rétro gaming aussi, tiens. Oui, c'est amusant parce que donc, pour ceux de ma génération, on a commencé avec Pong, c'était le premier jeu. Alors il y en a plein pour qui ça va être complètement abstrait, hein, ce que je dis. Mais Pong, c'était le premier jeu qui... Eh oui, mais nous sommes des dinosaures. Abîmer les tubes cathodiques des téléviseurs parce que ça faisait des marquages incroyables. Des barres, un petit point et alors, on a vu du vrai Pong avec des petits blocs blancs qu'on déplace sur une console. On voit... Avec Atari notamment. Hein. Oui, tout à fait. On voit également tout un tas de mini-consoles qui arrivent. C'est étonnant. On revient en arrière et d'ailleurs, on sait, les fabricants ne s'y sont pas trompés parce qu'ils ont tous eu un très grand succès avec le revival de certains de ces types de jeux. Il y en a une très grande partie ici. Il faut voir, il y a un quart d'un étage du hall sud qui est réservé en fait au rétro gaming, ce qui est quand même pas rien. Dans l'intelligence artificielle, puisqu'on parle de gaming, j'ai vu aussi un robot qui joue au ping-pong. Il paraît qu'il joue bien en plus. Alors moi, quand je suis allé, il devait être fatigué un petit peu, parce qu'il était moyen quand même. Il était moyen, mais c'est le décalage horaire qui l'a c'est fatigué. ça, ouais. Mais de voir quand même ça va très vite, qu'il est capable d'analyser le déplacement de la balle, non seulement d'y répondre, mais de donner un coup. C'est voilà. Ça montre surtout c'est chouette dans parce toute que demain, cette partie robotique, ouais. de voir que les robots, c'est partout. C'est beaucoup de robots pour les assistances aux seniors. On en voit beaucoup. Beaucoup de robots pour l'éducation, pour le jeu. Voilà, l'intelligence globalement. Parce que c'est ça finalement la clé d'un robot, c'est d'être capable d'anticiper des actions, de les créer, d'être véritablement autonome. Et là on sent qu'il y a aussi quelque chose qui se passe. Bref, ce qu'il y a de bien avec le ping-pong et le robot, c'est que si on n'a pas d'amis, on pourra jouer au ping-pong. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas d'amis. C'est un peu encombrant hein, par contre la bête. Oui, hein. C'est un peu gros. Ah, c'est un peu gros, oui. Et à mon avis, pour le configurer, il faut pas être pressé. Très bien. Un mot aussi sur les véhicules autonomes. Il y en a partout. Ça devient un rendez-vous incroyable. Ici d'ailleurs, c'est même très bizarre quand on va dans le hall nord, qui est le hall qui est dédié à ces véhicules. C'est presque bizarre de voir un véhicule normal. Parce qu'on voit des choses tellement extraordinaires et on sent surtout que tous les constructeurs aujourd'hui se disent que l'avenir, c'est le véhicule autonome électrique, bien entendu, connecté, qui va pouvoir nous permettre de rendre plus simple les déplacements publics, hein, bien entendu, mais également privés. On voit des véhicules assez incroyables, des concepts. Panasonic présentait par exemple sur son stand un concept aussi d'un véhicule qui va servir, au-delà de transporter les gens, à faire des analyses médicales. On voyait une radiographie, des analyses, enfin, on part dans tous les délires, soit, mais en tout cas, on se rend compte que le véhicule autonome, on y va. Quand c'est difficile de dire véritablement quand tout le monde sera prêt, mais il y a véritablement une vague technologique. Et ici, c'est visible, mais c'est extraordinaire. Et là, on se rend compte que maintenant, c'est des réglementations qui ne suivent pas, qui sont à la traîne. Voilà. Et voilà. Donc, et puis, voilà, les chargeurs, il faut que tout soit bien à la même norme. Moi, au Japon, j'avais vu un truc que j'avais trouvé extraordinaire, qui était les véhicules électriques avec le changement de batterie dans une station. Et je trouve que ça, c'est l'idée géniale qui ne pourra jamais marcher parce que les constructeurs ne se mettront jamais d'accord. Mais bon, les solutions existent pourtant. Voilà pour la voiture autonome. Tiens, on parlait tout à l'heure de vintage avec le rétro gaming. Est-ce que vous avez vu beaucoup de vinyles, par exemple ? Pas plus que ça, moi. On en a vu, mais pas plus que l'année dernière. Ouais, voilà, c'est l'impression que bon voilà. Voilà, ça a été plutôt une innovation, enfin un retour l'année dernière et l'année précédente. Un retour vintage, voilà. En effet. Pour terminer, le coup de cœur de Pascal. Mais je me suis mis à rêver. Je suis d'accord avec vous. Je me suis mis à rêver en allant sur le stand de Bell, toujours dans ce hall 5, où on a vu un engin du futur, une sorte d'hélicoptère, mais qui en fait possède, c'est un drone en fait avec
6 blocs d'hélice, absolument incroyable en plus. Il est noir verni, il est gigantesque. Donc faut imaginer que peut-être demain, nous aurons suffisamment confiance à l'électronique pour pouvoir grimper dans ce véhicule du futur et d'aller d'un endroit A à un endroit B sans qu'il y ait de pilote, parce que c'est ça qui fait un peu peur quand même. Alors, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a beaucoup de monde d'impliqué. Il y a Uber d'impliqué, il y a Safran qui est impliqué également dans ce projet. C'est quelque chose qui n'est pas du tout un gadget ou une idée de quelqu'un de farfelu. On rentre dans une possibilité d'avoir des déplacements autonomes aériens. Comme vous disiez, c'est pas des start-up on va dire un peu sombres. Là, c'est vraiment des professionnels, des spécialistes de ça. Il y a même Airbus qui travaille sur un prototype. Donc, franchement, c'est le produit. Enfin, quand on voit cet engin devant les yeux, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et là, on se dit, voilà, tiens, ça fait depuis tout petit, on rêve de la voiture volante qu'on n'a jamais vue. On y est. Là, on la voyait là. Il semblerait qu'on s'y rapproche. Voilà. C'est dans combien? 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne sait pas. Difficile à dire. Voilà, il faut que tout le monde. Mais c'était impressionnant. Voilà, c'est vrai que c'est clair. Moi, mon petit coup de cœur, alors c'est vraiment un truc rigolo, on va dire. C'est le drone à selfie. Ah oui. Je sais pas si vous avez vu ça aussi. C'est pas tout à fait nouveau. On avait vu déjà l'année dernière, comme ça qui traînaient sur le stand. Mais là maintenant, ça y est, ça existe. Le petit machin que vous voyez, qui tient dans la main, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà l'acheter. Ça existe. C'est $200. Et ce truc-là, alors évidemment, ça vient pas marcher sur les plates-bandes de DJI ou de Parrot. C'est pas un drone qui va s'éloigner, qui va vous faire un rôle vraiment précis. C'est un drone de selfie. C'est-à-dire que vous êtes avec des potes. Il y en a toujours un qui doit être obligé de se déplacer ou alors on a la perche à selfie mais on ne fait pas forcément de belles photos. Là, vous prenez ce drone, vous l'allumez, vous le jetez comme ça en l'air. Regardez, ça c'est, si vous êtes avec nous en vidéo, une petite vidéo qu'on a faite avec Pierre et avec le cofondateur de Air Selfie, qui est une boîte italienne qui a l'air très 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 au point dans ce domaine. Ils fabriquent ça en Chine bien sûr, mais leur headquarter est ici aux US et ça marche. C'est un petit truc, vous le jetez en l'air, vous voyez l'écran sur votre smartphone, vous voyez ce qui est en train de filmer sur votre smartphone, vous le bougez à droite, à gauche, en haut, en bas, il va répondre à ces gestes-là, c'est comme ça que vous allez le diriger, vous appuyez sur le bouton, vous faites votre petite photo, vous pouvez faire des petites vidéos et tout. Et alors là, ça coûte $200, mais je discutais avec le cofondateur que vous voyez là, et il disait que dans 3 mois, il y en a un qui va sortir à $100. $100, un truc. C'est vraiment accessible. Voilà, et ça peut être un gadget qui peut être l'un des cadeaux de Noël ou d'anniversaire de cette année 2019. Voilà, je trouvais ça assez rigolo pour faire des photos entre amis. Et c'est fait pour les réseaux sociaux. Hein. Ouais, tout à fait. Et ça s'appelle Air Selfie. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Ben voilà, il y aurait tant à dire sur ce salon, mais de choses encore. On va continuer à l'arpenter. Voilà, mais ça fait pratiquement une demi-heure qu'on discute ensemble de toutes ces nouveautés. Pascal, mille merci. Merci François. On se retrouve très bientôt à Paris. Avec plaisir. Voilà, et ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis pour ce premier De Quoi Je Me Mêle, donc de l'année 2019. Portez-vous bien et on sera là la semaine prochaine. On sera de retour dans nos studios parisiens. Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag DQJMM et à nous suivre aussi sur la page de Quoi Je Me Mêle. À très bientôt. Merci de nous suivre. De Quoi Je Me Mêle sur rmc.fr et 01net TV.